Bonsoir mes amis, ce soir nous poursuivons notre chemin à travers la littérature russe, un chemin sinueux, souvent sombre, parce que jusque-là on a surtout abordé le vide intérieur à travers les œuvres, mais un chemin toujours humain, dans une compréhension sans jugement, et un chemin psychologiquement lucide. Depuis quelques vidéos, on découvre ensemble ces romans, ces auteurs, ces personnages qui, derrière leurs origines slaves ou leur époque lointaine, nous parlent avec une étrange familiarité. À chaque fois, on tente toujours de regarder de plus près le personnage principal, d'entrer dans sa logique intérieure, de le comprendre, non pas avec des jugements, mais avec de l'attention et de la bienveillance. Je pense que mieux comprendre ces figures de la littérature classique russe est aussi un moyen intéressant de mieux nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous allons parler d'un roman à la fois très drôle et profondément dérangeant. Les âmes mortes de Nikolaï Gogol. Un roman qui peut nous faire souvent rire ou sourire, mais un roman où on peut sentir tout à coup que quelque chose ne va pas. Un roman qui commence comme une farce et qui se termine presque comme une parabole. Alors, non pas comme dans les évangiles, non pas comme une leçon de morale explicite, mais une parabole comme un miroir étrange, où les âmes mortes ne sont peut-être pas celles qu'on croit. Nous allons avancer ensemble dans cette œuvre singulière dont le personnage principal, Tchitchikov, achète des âmes, littéralement. Pour ça, je vous propose un parcours en 3 étapes. Nous commencerons par une brève présentation de Nikolaï Gogol et du contexte dans lequel il écrit ce livre, puis nous suivrons l'intrigue du roman comme on suivrait un voyage un peu absurde, il est vrai, un peu drôle, mais chargé de sens. Et enfin, nous prendrons le temps d'observer Tchitchikov lui-même, ses désirs, ses masques, ses blessures, ce qu'il cherche exactement, et ce que ça nous dit peut-être de nous-mêmes aussi. Alors, installez-vous confortablement, ce soir nous repartons en Russie, et cette fois, il sera question d'âme. Nikolaï Gogol est né en 1809 à Sorochintsy, dans l'oblast de Poltava, qui est une région de l'Ukraine située à l'est de la capitale Kiev. Écrivain au style unique, inclassable, Gogol est considéré comme l'un des fondateurs de la littérature russe moderne. À la croisée du réalisme et du fantastique, il s'amuse des défauts, des faiblesses, des excès de comportement des gens avec un humour féroce, c'est-à-dire avec un humour qui fait rire, mais qui peut déranger, parce qu'il peut être cruel et teinté d'angoisse. Gogol n'épargne personne, ni la société, ni ses personnages, ni même le lecteur. Gogol regarde le monde avec des yeux grands ouverts. Il voit tout, même ce qui dérange, et il le raconte en riant, mais d'un rire un peu étrange, comme presque inquiet. Un rire qui amuse, mais un rire qui met mal à l'aise. Parce qu'au fond, ce qu'il montre, c'est pas drôle du tout. Le roman que nous abordons aujourd'hui, Les âmes mortes, paraît en 1842, à une époque où la Russie impériale vit sous le règne du tsar Nicolas Ier. Le servage y est encore en vigueur, et donc les paysans sont attachés à la terre et aux propriétaires qui les détiennent. Dans les registres de l'administration, on ne les désigne pas par leur nom, mais simplement comme des âmes, c'est-à-dire des entités administratives réduites à des chiffres. Ce mot étrange, âme, est à la fois profondément humain et glaçant pour désigner des vivants. Et tout son roman repose sur ce mot-là, âme. Le roman raconte l'histoire d'un homme qui se met à acheter, de manière parfaitement légale, des paysans morts. Non pas pour les ressusciter évidemment, mais pour les posséder administrativement, comme s'ils étaient encore vivants. À partir de là, Gogol fait de ce point de départ absurde un tableau littéraire ironique, grinçant,
profondément russe et universellement humain. Quand je dis universellement humain, je veux dire que même si les âmes mortes se déroulent dans la Russie du 19e siècle, avec ses fonctionnaires, avec ses propriétaires terriens et ses serfs, ce que Gogol montre dépasse largement ce contexte historique. En effet, ce que Gogol met en scène, ce sont des attitudes humaines qu'on retrouve partout et à toutes les époques. Comme la vanité vide, je veux dire la vanité qui préfère l'apparence au contenu, ou l'avidité, même pour des choses inutiles ou absurdes, ou encore ce besoin de reconnaissance qui pousse parfois au mensonge ou à l'escroquerie, puis la peur de paraître ridicule qui pousse à l'hypocrisie, et enfin la solitude de l'homme qui calcule, mais qui ne ressent plus rien. Ces travers humains, ces failles, ne sont pas spécifiquement russes. Ces failles sont en chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cette raison que le roman touche encore aujourd'hui. On peut y lire une satire sociale d'un autre siècle, mais aussi une mise à nu de ce que l'être humain peut devenir quand il se perd dans le calcul et dans la quête de statut. Quand l'être humain cesse de considérer les autres comme des personnes, comme des présences sensibles, vivantes, dignes d'attention, et qu'il ne les voit plus que comme des fonctions, des outils, des chiffres, et comme des moyens pour arriver à ses propres fins. Tout ceci est encore actuel. On le sent parfois dans nos vies professionnelles, dans nos ambitions et dans nos relations aussi. Et donc, en disant universellement humain, je veux dire que ce roman parle de l'homme en général, de ce qu'il est capable de faire pour posséder, pour monter dans les hiérarchies sociales, et même pour exister. Et ceci, quelle que soit sa culture, quelle que soit son époque, quel que soit son pays. L'histoire commence avec l'arrivée de Pavel Ivanovitch Tchitchikov dans une petite ville de province russe. Il arrive dans une britchka, une sorte de calèche, accompagné de 2 domestiques. Selifan, son cocher maladroit et porté sur la bouteille, et Petrouchka, son serviteur discret et négligé. Dès son arrivée, Tchitchikov se montre aimable, poli, flatteur. Il ne dit jamais rien de trop, et jamais rien de trop peu. Il plaît. Les notables de la ville l'invitent à dîner. Les dames le trouvent charmant, et les hommes le trouvent sérieux. Mais au fond, personne ne sait qui il est, ni ce qu'il est venu faire. Très vite, un étrange comportement chez Tchitchikov attire l'attention. Tchitchikov commence à rendre visite aux propriétaires terriens des environs. Mais ce qu'il cherche n'a rien de commun. Il ne veut ni terre, ni chevaux, ni denrées agricoles. Il veut acheter les cerfs morts, ceux qui sont décédés depuis le dernier recensement, mais qui sont encore inscrits dans les registres de l'administration comme vivants. En d'autres termes, il veut acquérir des âmes mortes. Pour bien comprendre, un cerf est un paysan non libre. Il est attaché à la terre qu'il cultive et au propriétaire de cette terre. Ce n'est pas un esclave au sens strict, mais il ne peut ni quitter le domaine, ni vendre sa force de travail librement. Il fait partie des possessions du propriétaire, au même titre que les bâtiments ou le bétail. En Russie, jusqu'à l'abolition du servage en 1861, des millions de paysans étaient ainsi possédés par les nobles ou par l'État. Et dans les registres administratifs, on les comptait non pas comme des individus, mais comme des âmes. Et c'est bien ça que Gogol critique dans Les âmes mortes. Cette réduction de l'humain à une unité comptable, qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, ou même garder morte dans ces registres, tant que l'administration ne l'a pas encore rayée. Pourquoi faire ça? Pourquoi donc Tchitchikov veut-il acheter des cerfs morts? La raison est sordidement logique.
À cette époque, les impôts sont calculés non pas sur le nombre réel de paysans, mais sur le nombre d'âmes enregistrées. Un propriétaire continue donc de payer des taxes sur des paysans morts jusqu'au prochain recensement. Tchitchikov leur propose de les racheter. Pour un prix dérisoire, il les libère de cette charge. En retour, il accumule sur le papier des centaines d'âmes qu'il pourra ensuite utiliser comme garantie pour obtenir un prêt ou une terre. Il se fabrique une fortune fictive, mais administrativement irréprochable. Ce plan, aussi absurde que génial, est le point de départ du récit d'un héros filou. Tchitchikov sillonne la campagne russe et rencontre une série de personnages tous plus grotesques les uns que les autres. À chaque visite, Gogol nous plonge dans un nouveau monde, dans une nouvelle caricature sociale, et aussi dans une nouvelle facette de la misère humaine en Russie. Il y a d'abord Manilov, un homme doux, aimable, mais totalement creux. Quand je parle d'homme creux, je veux désigner quelqu'un qui, en apparence, a tout pour plaire, des manières, des mots, peut-être même des idées, mais qui intérieurement est vide. Vide de conviction, vide de désirs profonds, vide de pensées personnelles. Un être sans véritable unicité. Ce n'est pas qu'il est idiot, ce n'est pas non plus qu'il est méchant, c'est juste qu'il n'est pas habité. Il ne pense pas vraiment par lui-même. Il répète des formules. Il cherche à plaire. Il évite les conflits. Il est superficiel. Il est poli. C'est le genre qu'il se donne à son insu. Il est comme une bulle bien dessinée, mais pleine d'air. Et donc, dans Les âmes mortes, c'est Manilov qui incarne cette figure de l'homme creux. Il est toujours aimable, il est toujours prêt à faire plaisir, et ceci plus pour se donner un genre plaisant que par sincère conviction ou par nature. Toujours en train de rêvasser à des choses grandioses, irréalistes, vagues, mais il ne fait rien, il ne ressent rien profondément, et surtout, il n'existe qu'à travers le regard des autres. Manilov rêve d'institutions idéales, de ponts enjolivés, de salons raffinés, mais il ne fait rien. Il vit dans une sorte d'univers agréable mais irréel. Il vit dans une douceur qui endort, qui ne suscite aucun conflit, mais qui ne réveille aucune volonté, qui ne réveille aucun mouvement réel. Tchitchikov lui inspire confiance immédiatement. Et donc, il accepte sans hésiter de lui céder ses âmes mortes, flatté de participer à une opération qui semble, selon les mots de Tchitchikov, parfaitement conforme aux institutions. Puis vient Madame Korobotchka, une vieille veuve méfiante, inquiète à l'idée de vendre quelque chose dont elle ne connaît pas la valeur exacte. Elle incarne l'avidité paysanne, un attachement instinctif à la possession, jusqu'à l'absurde. Elle hésite, elle tergiverse, elle finit par accepter, puis elle regrette et écrit une lettre pour renégocier. Elle n'a pas vraiment compris ce qu'elle a vendu, mais elle veut tout de même s'assurer de ne pas avoir été lésée. Ensuite, il y a Nozdriov. Joueur, buveur, il se vante, il raconte des choses pour impressionner, mais souvent en mentant ou en grossissant les choses. Il aime se donner de l'importance, il aime attirer l'attention, occuper l'espace avec ses mots. Mais ses paroles sont souvent creuses et peu fiables. Nozdriov parle fort, il ment sans vergogne, propose tout et son contraire, puis il s'énerve. Il essaye de refiler à Tchitchikov un lot de cochons, une vieille jument, un fusil cassé, en plus de ses âmes mortes. Il finit par le défier aux cartes,
Nozdriyov est l'incarnation même de l'impulsivité et de l'exubérance vide. Il y a aussi Sobakevitch, qui est l'inverse de Nozdriyov. Un homme solide qui parle peu, ni aimable, ni souriant. Il traite ses paysans comme des brutes, mais il les connaît tous. Pour lui, tout se négocie. Il vend ses âmes mortes à prix fort, en argumentant qu'elles valaient bien plus vivantes. Il ne cherche pas à comprendre le projet de Tchitchikov. Il veut juste en tirer le meilleur prix. Enfin, il y a Pliouchkine, un vieillard recroquevillé sur lui-même, avare maladif, vivant seul dans une maison en ruine, entouré d'objets inutiles et de chiffons. Il est dans une obsession d'économiser. Il accepte de vendre des centaines d'âmes mortes qu'il avait oubliées, car elles ne servaient plus à rien. En fait, Pliouchkine est une caricature de ce que devient l'homme quand il se referme sur lui-même. À travers ces rencontres, Gogol peint un tableau satirique de la Russie de son temps. Et Tchitchikov, sur ce tableau, semble presque normal. Mais pour Tchitchikov, les choses se compliquent. La rumeur enfle. Pourquoi cet homme achète-t-il des cerfs morts? Est-il un agent secret? Est-il un imposteur? Est-il un espion du gouvernement? Ou un escroc? Les hypothèses les plus folles circulent. Nozdriyov, qui aime semer le trouble, affirme même qu'il s'agit de Napoléon déguisé. La ville entre en panique. Tchitchikov, devant le scandale qui monte, doit fuir. Il repart comme il est venu, dans une britchka, laissant derrière lui un parfum d'énigme. Mais au-delà de l'intrigue, ce qui reste, ce sont les questions que le roman soulève. Qu'est-ce qu'une âme? Peut-elle se vendre? Peut-elle se comptabiliser? Pourquoi ces personnages, tous bien vivants, semblent-ils plus morts que les âmes que Tchitchikov achète? C'est là que le roman change de registre. Derrière la comédie, le roman touche donc à des questions plus profondes, peut-être même spirituelles. Gogol nous parle d'un monde où la vie continue par inertie, sans conscience, sans foi, sans amour, un monde d'ombres vivantes, un monde de vivants morts. Je veux dire un monde où les vivants sont peut-être les plus morts de tous. Mais parlons maintenant de Tchitchikov. Qui est cet homme? Quelle est sa vérité? Que cherche-t-il vraiment? Tchitchikov est un personnage insaisissable. Il est charmant, mesuré, intelligent, diplomate. Il a aussi et surtout ce talent de se faire aimer sans jamais se dévoiler, ce talent d'entretenir une conversation sans parler de soi. Il s'adapte aussi à chacun. Il devient rêveur avec Manilov, rassurant avec Madame Korobotchka, complice avec Nozdriyov, marchand avec Sobakevitch, patient avec Pliouchkine. Il n'a pas d'opinion propre. Il épouse celle des autres. Il est un miroir. Mais derrière cette perspicacité et cette adaptation sociale se cache une ambition tenace. Tchitchikov veut s'élever. Il veut réussir. Il veut posséder, être reconnu, devenir quelqu'un. Et pour ça, il est prêt à tout. Alors, il ne vole pas, il ne tue pas, il respecte la loi, mais il manipule, il ment par omission. Il joue un rôle, il joue même plusieurs rôles. Et donc, son escroquerie ne fait pas de bruit. Elle passe même presque pour quelque chose de raisonnable, presque normal. Pourquoi Tchitchikov agit ainsi?
le roman laisse entrevoir un passé difficile, une ascension lente, patiente dans l'administration, des humiliations aussi, des désillusions. Tchitchikov est peut-être un homme blessé à la base. Il ne cherche pas l'argent en lui-même, mais plus ce qu'il représente et ce qu'il permet. Le respect, la sécurité, la considération. C'est un homme qui ne veut pas être insignifiant, jusqu'à être amené à croire que posséder des âmes, même mortes, lui donnera une existence plus grande. Mais en réalité, plus il avance, plus il se vide. Plus il accumule, plus il devient creux. Tchitchikov est un homme qui n'est lié à aucun lieu, à personne. Il ne s'attache à personne. Il n'aime personne. Il ne se confie jamais. Il est seul, désespérément seul. Il court après des ombres et il devient lui-même une ombre. Gogol fait de Tchitchikov un homme moderne dans ce qu'il a de plus inquiétant. Il remplace les relations humaines par des calculs. Il remplace l'âme par le papier. Il remplace la vie par les chiffres. Il n'est pas un criminel. Il est normal à sa manière. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Parce que cette normalité fait peur au fond. N'oubliez pas, Tchitchikov traite les morts comme des stocks. Il parle avec douceur et il calcule en silence. Il est l'illustration parfaite d'une âme morte qui marche, qui parle et qui sourit, mais qui ne vit plus vraiment. Les âmes mortes est une œuvre étrange. C'est une comédie, c'est une farce, mais c'est aussi une tragédie. On y rit beaucoup, puis on sent que le rire nous abandonne. On se rend compte que ce qui fait rire chez les autres pourrait très bien exister en nous. Tchitchikov n'est pas un monstre, et c'est peut-être ça le plus troublant. Il est simplement un homme qui veut s'en sortir, qui a compris les règles du jeu, et qui joue mieux que les autres. Mais à force de jouer, je pense qu'il s'est oublié lui-même. Je pense qu'il s'est vidé, et qu'il ne sait plus qui il est, jusqu'à ne plus savoir pourquoi il agit. Tchitchikov achète des âmes. Mais au fond, qui sont vraiment les morts? Ceux inscrits comme morts dans des registres? Ou ceux qui continuent de marcher, de parler, de vivre sans plus rien ressentir? Gogol nous laisse cette question en suspens. Et peut-être que c'est dans ce doute que son roman devient le plus troublant. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.